Le château de cristal, récit extrait des Contes populaires de Basse-Bretagne de François-Marie Luzel, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois deux pauvres gens, mari et femme, qui avaient 7 enfants, 6 garçons et une fille. Le plus jeune des garçons, Yvon, et la fille, Yvonne, étaient un peu pauvres d'esprit, ou du moins le paraissaient, et leurs frères leur faisaient toutes sortes de misères. La pauvre Yvonne en était toute triste et ne riait presque jamais. Tous les matins, ses frères l'envoyaient garder les vaches et les moutons sur une grande lande avec un morceau de pain d'orge ou une galette de blé noir pour toute pitance, et elle ne revenait que le soir au coucher du soleil. Un matin que, selon son habitude, elle conduisait ses vaches et ses moutons au pâturage, elle rencontra en son chemin un jeune homme si beau et si brillant qu'elle crut voir le soleil en personne. Et le jeune homme s'avança vers elle et lui demanda « Voudriez-vous vous marier avec moi, jeune fille ?» Voilà Yvonne bien étonnée et bien embarrassée de savoir que répondre. « Je ne sais pas, dit-elle en baissant les yeux. On me fait assez mauvaise vie à la maison. Eh bien, réfléchissez-y, et demain matin, à la même heure, je me retrouverai ici, quand vous passerez pour avoir votre réponse. » Et le beau jeune homme disparut alors. Toute la journée, la jeune fille ne fit que rêver de lui. Au coucher du soleil, elle revint à la maison, chassant devant elle son troupeau et chantant gaiement. Tout le monde en fut étonné, et l'on se demandait « Qu'est-il donc arrivé à Yvonne pour chanter de la sorte ?» Quand elle eut rentré ses vaches et ses moutons à l'étable, elle se rendit auprès de sa mère et lui conta son aventure et demanda ce qu'elle devait répondre le lendemain. « Pauvre sotte, lui dit sa mère, quel conte me faites-vous là? Et puis, pourquoi songer à vous marier? Pour être malheureuse? » « Je ne le serai jamais plus qu'à présent, ma mère. » Sa mère haussa les épaules et lui tourna le dos. Le lendemain matin, aussitôt le soleil levé, Yvonne se rendit, comme à l'ordinaire, à la grande lande, avec ses vaches et ses moutons. Elle rencontra, au même endroit que la veille, le beau jeune homme qui lui demanda encore « Eh bien, mon enfant, voulez-vous être ma femme ?»« Je le veux bien, » répondit-elle en rougissant. « Alors je vais vous accompagner jusque chez vos parents pour demander leur consentement. » Et il alla avec elle chez ses parents. Le père et la mère et les frères aussi furent étonnés de voir un si beau prince et si richement paré vouloir épouser la pauvre bergère, et personne ne songea à dire non. « Mais qui êtes-vous aussi ?» demanda pourtant la mère. « Vous le saurez le jour du mariage, » répondit le prince. On fixa un jour pour la cérémonie, et le prince partit alors, laissant tout le monde dans le plus grand étonnement, et l'on s'occupa des préparatifs de la noce. Au jour convenu, le prince vint avec un garçon d'honneur presque aussi beau que lui. Ils étaient montés sur un beau char doré, attelé de 4 magnifiques chevaux blancs, et ils étaient si parés et si brillants, eux et leurs chars et leurs chevaux, qu'ils éclairaient tout sur leur passage, comme le soleil. Les noces furent célébrées avec beaucoup de pompe et de solennité, et en se levant de table, le prince dit à la nouvelle mariée de monter sur son char pour qu'il la conduisît à son palais. Yvonne demanda un peu de répit afin d'emporter quelques vêtements. « C'est inutile, lui dit le prince, vous en trouverez à discrétion dans mon palais. » Et elle monta sur le char à côté de son mari. Au moment de partir, ses frères demandèrent « Quand nous voudrons faire visite à notre sœur, où pourrons-nous la voir ?»« Au château de cristal, de l'autre côté de la mer Noire, » répondit le prince, et il partit aussitôt. Environ 1 an après, comme les 6 frères n'avaient aucune nouvelle de leur sœur, et qu'ils étaient curieux de savoir comment elle se trouvait avec son mari, ils résolurent d'aller à sa recherche. Les 5 aînés montèrent donc sur de beaux chevaux et se mirent en route. Leur jeune frère Yvon voulut aussi les accompagner, mais ils le forcèrent à rester à la maison. Ils marchaient, toujours du côté du soleil levant, et demandant partout des nouvelles du château de cristal, mais personne ne savait où se trouvait le château de cristal. Enfin, après avoir parcouru beaucoup de pays,
Ils arrivèrent un jour sur la lisière d'une grande forêt qui avait au moins 50 lieues de circonférence. Ils demandèrent à un vieux bûcheron qu'ils rencontrèrent s'il ne pouvait pas leur indiquer la route pour aller au château de cristal. Le bûcheron leur répondit : « Il y a dans la forêt une grande allée que l'on appelle l'allée du château de cristal, et peut-être conduit-elle au château dont vous parlez, car je n'y suis jamais allé. » Les 5 frères entrèrent dans la forêt. Ils n'étaient pas allés loin qu'ils entendirent un grand bruit au-dessus de leur tête, comme d'un orage passant sur les cimes des arbres, avec du tonnerre et des éclairs. Ils en furent effrayés, et leurs chevaux aussi, au point qu'ils eurent beaucoup de peine à les maintenir. Mais le bruit et les éclairs cessèrent bientôt, et ils continuèrent leur route. La nuit approchait, et ils étaient inquiets, car la forêt abondait en bêtes fauves de toutes sortes. Un d'eux monta sur un arbre pour voir s'il n'apercevrait pas le château de cristal ou quelque autre habitation. « Que vois-tu » lui demandèrent ses frères d'en bas. « Je ne vois que du bois de tous les côtés, au loin, au loin. » Il descendit de l'arbre et ils se remirent en marche. Mais la nuit survint et ils ne voyaient plus pour se diriger dans la forêt. Un d'eux monta encore sur un arbre. « Que vois-tu » lui demandèrent ses frères. « Je vois un grand feu là-bas. »« Jette ton chapeau dans la direction du feu et descends. » Et ils se remirent en route dans la direction où était le feu, persuadés qu'il devait y avoir là quelque habitation humaine. Mais bientôt ils entendirent encore un grand bruit au-dessus de leur tête, beaucoup plus grand que la première fois. Les arbres s'entrechoquaient et craquaient, et les branches cassaient, et des éclats de bois tombaient à terre, de tous côtés, et du tonnerre, et des éclairs. C'était effrayant. Puis tout d'un coup, le silence se rétablit, et la nuit redevint calme et sereine. Ils reprirent leur marche et arrivèrent au feu qu'ils cherchaient. Une vieille femme aux dents longues et branlantes, et toute barbue, l'entretenait en y jetant force bois. Ils s'avancèrent jusqu'à elle, et l'aîné d'entre eux lui parla de la sorte. « Bonsoir, grand-mère. Pourriez-vous nous enseigner le chemin pour aller au château de cristal ?»« Oui, vraiment, mes enfants, je sais où est le château de cristal, » répondit la vieille. « Mais attendez ici jusqu'à ce que mon fils aîné soit rentré, et celui-là vous donnera des nouvelles toutes fraîches du château de cristal, car il y va tous les jours. Il est en voyage pour le moment, mais il ne tardera pas à rentrer. Peut-être même l'avez-vous vu dans la forêt. » « Nous n'avons vu personne dans la forêt, grand-mère. »« Vous avez dû l'entendre alors, car on l'entend ordinairement où il passe, celui-là. Tenez, le voilà qui arrive. L'entendez-vous » Et ils entendirent en effet un vacarme pareil à celui qu'ils avaient entendu 2 fois dans la forêt, mais plus effrayant encore. « Cachez-vous vite, là, sous les branches d'arbres, » leur dit la vieille, « car mon fils, quand il rentre, a toujours grand faim, et je crains qu'il ne veuille vous manger. » Les 5 frères se cachèrent de leur mieux, et un géant descendit du ciel, et dès qu'il eut touché la terre, il se mit à flairer l'air et dit : « Il y a ici odeur de chrétien, mère. Il faut que j'en mange, car j'ai grand faim. » La vieille prit un gros bâton, et le montrant au géant : « Vous voulez toujours tout manger, vous. Mais gare à mon bâton, si vous faites le moindre mal à mes neveux, les fils de ma sœur, des enfants si gentils et si sages qui sont venus me voir. » Le géant trembla de peur à la menace de la vieille, et promit de ne pas faire de mal à ses cousins. Alors la vieille dit aux 5 frères qu'ils pouvaient se montrer, et les présenta à son fils, qui dit : « Ils sont bien gentils, c'est vrai, mes cousins, mais comme ils sont petits, mère. » Enfin, en leur qualité de cousins, il voulut bien ne pas les manger. « Non seulement vous ne leur ferez pas de mal, mais il faut encore que vous leur rendiez service, » lui dit sa mère. « Quel service faut-il donc que je leur rende ? » ?»« Il faut que vous les conduisiez au château de cristal, où ils veulent aller voir leur sœur. »« Je ne puis pas les conduire jusqu'au château de cristal, mais je les conduirai volontiers au bon bout du chemin. Je les mettrai sur la bonne voie. »« Merci, cousin, nous n'en demandons pas davantage, » dirent les 5 frères. « Eh bien, couchez-vous là, près du feu, et dormez, car il faut que nous partions demain matin de bonne heure. Je vous éveillerai quand le moment sera venu. » Les 5 frères se couchèrent dans leurs manteaux, autour du feu, et feignirent de dormir. Mais ils ne dormaient pas,
car ils n'osaient pas trop se fier à la promesse de leur cousin le géant. Celui-ci se mit alors à souper, et il avalait un mouton à chaque bouchée. Vers minuit, il éveilla les 5 frères et leur dit « Allons, debout, cousin, il est temps de partir. » Il étendit un grand drap noir sur la terre près du feu et dit aux 5 frères de se mettre dessus, montés sur leurs chevaux, ce qu'ils firent. Alors le géant entra dans le feu, et sa mère y jeta force bois pour l'alimenter. À mesure que le feu augmentait, les frères entendaient s'élever graduellement un bruit pareil à celui qu'ils avaient entendu dans la forêt, en venant. Et peu à peu, le drap sur lequel ils étaient se soulevait de terre, avec eux et leurs chevaux. Quand les habits du géant furent consumés, il s'éleva dans l'air sous la forme d'une énorme boule de feu. Le drap noir s'éleva aussi à sa suite, emportant les 5 frères et leurs chevaux, et les voilà de voyager ensemble à travers l'air. Au bout de quelque temps, le drap noir, avec les 5 frères et leurs chevaux, fut déposé sur une grande plaine. Une moitié de cette plaine était aride et brûlée, et l'autre moitié était fertile et couverte d'herbes hautes et grasses. Dans la partie aride et brûlée de la plaine, il y avait un troupeau de chevaux gras, luisants et pleins d'ardeur. Au contraire, dans la partie où l'herbe était abondante et grasse, on voyait un autre troupeau de chevaux maigres, décharnés, et se soutenant à peine sur leurs jambes. Ils se battaient et cherchaient à se manger réciproquement. Le géant, ou la boule de feu, avait poursuivi sa route, après avoir déposé les frères sur cette plaine, et il leur avait dit « Vous êtes là sur la bonne voie pour aller au château de cristal. Tâchez de vous en tirer à présent de votre mieux, car je ne puis vous conduire plus loin. » Leurs chevaux étaient morts en touchant la terre, de sorte qu'ils se trouvaient à présent à pied. Ils essayèrent d'abord de prendre chacun un des beaux chevaux qu'ils voyaient dans la partie aride de la plaine, mais ils ne purent jamais en venir à bout. Ils se rabattirent alors sur les chevaux maigres et décharnés, en prirent chacun un et montèrent dessus. Mais les chevaux les emportèrent parmi les ajoncs et les broussailles qui couvraient une partie de la plaine et les jetèrent à terre, tout meurtris et sanglants. Les voilà bien embarrassés. Que faire ? « Retournons à la maison. Nous n'arriverons jamais à ce maudit château, dit un d'eux. « C'est en effet ce que nous avons de mieux à faire, répondirent les autres. Et ils retournèrent sur leurs pas, mais ils évitèrent de repasser par l'endroit où ils avaient rencontré la vieille femme qui entretenait le feu et le géant, son fils. Ils arrivèrent enfin à la maison, après beaucoup de mal et de fatigue, et racontèrent tout ce qui leur était arrivé dans leur voyage. Leur jeune frère Yvon était, selon son ordinaire, assis sur un galet rond au coin du foyer, et quand il entendit le récit de leurs aventures et tout le mal qu'ils avaient eu, sans pourtant réussir à voir leur sœur, il dit « Moi je veux aussi tenter l'aventure à mon tour, et je ne reviendrai pas à la maison sans avoir vu ma sœur Yvonne. »« Toi, imbécile !» lui dirent ses frères en haussant les épaules. « Oui, moi, et je verrai ma sœur Yvonne, vous dis-je, en quelque lieu qu'elle soit. » On lui donna un vieux cheval fourbu, une vraie rosse, et il partit seul. Il suivit la même route que ses frères, se dirigeant toujours du côté du soleil levant, arriva aussi à la forêt, et à l'entrée de l'avenue du château de cristal, il rencontra une vieille femme qui lui demanda « Où allez-vous ainsi, mon enfant ?»« Au château de cristal, grand-mère, pour voir ma sœur. »« Eh bien, mon enfant, n'allez pas par ce chemin-là, mais par celui-là, jusqu'à ce que vous arriviez une grande plaine. Alors vous suivrez la lisière de cette plaine, jusqu'à ce que vous voyiez une route dont la terre est noire. Prenez cette route-là, et quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez voir ou entendre, quand bien même le chemin serait plein de feu, ne vous effrayez de rien. Marchez toujours droit devant vous, et vous arriverez au château de cristal, et vous verrez votre sœur. »« Merci, grand-mère, répondit Yvon, et il s'engagea dans le chemin que lui montra la vieille. Il arriva sans tarder à la plaine dont elle lui avait parlé, et la côtoya tout du long, jusqu'à ce qu'il vit la route à la terre noire. Il voulut la prendre, suivant le conseil de la vieille, mais elle était remplie à l'entrée de serpents entrelacés, de sorte qu'il eut peur et hésita un moment. Son cheval lui-même reculait d'horreur quand il voulait le pousser dans ce chemin. « Comment faire ?» se dit-il. « On m'a pourtant dit qu'il fallait passer par là. » Il enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval, et il entra dans la route aux serpents et à la terre noire. Mais aussitôt,
Les serpents s'enroulèrent autour des jambes de l'animal, le mordirent, et il tomba mort sur la place. Voilà le pauvre Yvon à pied, au milieu de ces hideux reptiles qui sifflaient et se dressaient menaçants autour de lui. Mais il ne perdit pas courage pour cela. Il continua de marcher et arriva enfin à l'autre extrémité de la route, sans avoir éprouvé aucun mal. Il en fut quitte pour la peur. Il se trouva alors au bord d'un grand étang, et il ne voyait aucune barque pour passer de l'autre côté. Et il ne savait pas nager, de sorte qu'il était encore fort embarrassé. Comment faire, se disait-il. Je ne veux pourtant pas retourner sur mes pas. J'essaierai de passer, arrive que pourra. Et il entra résolument dans l'eau. Il en eut d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux aisselles, puis jusqu'au menton, et enfin par-dessus la tête. Il continua d'avancer malgré tout, et finit par arriver, sans mal, de l'autre côté de l'étang. En sortant de l'eau, il se trouva à l'entrée d'un chemin profond, étroit et sombre, et rempli d'épines et de ronces, qui allait d'un bord à l'autre de la route, et avait racines en terre des deux bouts. Je ne pourrai jamais passer par là, se disait-il. Il ne désespéra pourtant pas. Il se glissa à quatre pattes par-dessous les ronces, rampa comme une couleuvre, et finit par passer. Dans quel état, hélas! Son corps était tout déchiré et tout sanglant, et il n'avait plus le moindre lambeau de vêtement sur lui. Mais il avait passé malgré tout. Un peu plus loin, il vit venir à lui au grand galop un cheval maigre et décharné. Le cheval, arrivé près de lui, s'arrêta comme pour l'inviter à monter sur le dos. Il reconnut alors que c'était son propre cheval, qu'il avait cru mort. Il lui témoigna beaucoup de joie de le retrouver en vie, et monta sur son dos en lui disant « 1000 bénédictions sur toi, mon pauvre animal. Quand je suis rendu de fatigue, je n'en puis plus. » Ils continuèrent leur route, et arrivèrent alors à un endroit où il y avait un grand rocher placé sur deux autres grands rochers. Le cheval frappa du pied le rocher de dessus, qui bascula aussitôt et laissa voir l'entrée d'un souterrain, et il entendit une voix qui en sortit et dit « Descends de ton cheval et entre. » Il obéit à la voix, descendit de cheval et entra dans le souterrain. Il fut d'abord suffoqué par une odeur insupportable, une odeur de reptiles venimeux de toutes sortes. Le souterrain était, de plus, fort obscur, et il ne pouvait avancer qu'à tâtons. Au bout de quelques moments, il entendit derrière lui un vacarme épouvantable, comme si une légion de démons s'avançait sur lui. « Il faudra sans doute mourir ici, pensa-t-il. Il continua pourtant d'avancer de son mieux. Il vit enfin poindre devant lui une petite lumière, et cela lui donna du courage. Le vacarme allait toujours croissant derrière lui et approchant. Mais la lumière aussi grandissait à mesure qu'il s'avançait vers elle. Enfin, il sortit sain et sauf du souterrain. Il se trouva alors dans un carrefour, et il fut encore embarrassé. Quel chemin prendre? Il suivit celui qui faisait face au souterrain, et continua d'aller tout droit devant lui. Il y avait beaucoup de barrières sur ce chemin, hautes et difficiles à franchir. Ne pouvant les ouvrir, il grimpait sur les poteaux et passait par-dessus. La route allait à présent en descendant, et à l'extrémité, tout lui paraissait être de cristal. Il voyait un château de cristal, un ciel de cristal, un soleil de cristal. Enfin, tout ce qu'il voyait était de cristal. C'est dans un château de cristal qu'on m'a dit que ma sœur demeure, et j'approche, sans doute, du terme de mon voyage et de mes peines. Car voilà bien un château de cristal, se dit-il avec joie. Le voilà près du château. Il était si beau, si resplendissant de lumière, que ses yeux en étaient éblouis. Il entra dans la cour, comme tout était beau et brillant par là. Il voit un grand nombre de portes sur le château, mais elles sont toutes fermées. Il parvient à se glisser dans une cave par un soupirail, puis de là, il monte et se trouve dans une grande salle, magnifique et resplendissante de lumière. 6 portes donnent sur cette salle, et elles s'ouvrent d'elles-mêmes dès qu'il les touche. De cette première salle, il passe dans une seconde, plus belle encore. 3 autres portes sont à la suite les unes des autres, donnant sur 3 autres salles, toutes plus belles les unes que les autres. Dans la dernière salle, il voit sa sœur endormie sur un beau lit. Il reste quelque temps à la regarder, immobile d'admiration, tant il la trouve belle. Mais elle ne s'éveillait pas, et le soir vint.
Alors il entend comme le bruit des pas de quelqu'un qui vient et fait résonner des grelots à chaque pas. Puis il voit entrer un beau jeune homme qui va droit au lit sur lequel était couchée Yvonne et lui donne 3 soufflets retentissants. Pourtant elle ne s'éveille ni ne bouge. Alors le beau jeune homme se couche aussi sur le lit, à côté d'elle. Voilà, ils vont bien embarrassés, ne sachant s'il doit s'en aller ou rester. Il se décide à rester, car il lui paraît que cet homme traite sa sœur d'une singulière façon. Le jeune mari s'endort aussi à côté de sa femme. Ce qui étonne encore Yvon, c'est qu'il n'entend pas le moindre bruit dans le château et qu'il paraît qu'on n'y mange pas. Lui-même, qui était arrivé avec un grand appétit, n'en a plus du tout à présent. La nuit se passe dans le plus profond silence. Au point du jour, le mari d'Yvonne s'éveille et donne encore à sa femme 3 soufflets retentissants. Mais elle ne paraît pas s'en apercevoir et ne s'éveille toujours pas. Puis il part aussitôt. Tout cela étonnait fort Yvon, toujours silencieux dans son coin. Il craignait que sa sœur ne fût morte. Il se décida enfin pour s'en assurer à lui donner un baiser. Elle s'éveilla alors, ouvrit les yeux et s'écria en voyant son frère près d'elle. « Oh, que j'ai de joie de te revoir, mon frère chéri !» Et ils s'embrassèrent tendrement. Alors Yvon demanda à Yvonne. « Et ton mari, où est-il, sœur chérie ?»« Il est parti en voyage, frère chéri. »« Est-ce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été à la maison ?»« Non, vraiment, il n'y a pas longtemps, frère chéri. Il vient de partir, il n'y a qu'un moment. »« Comment ? Est-ce que tu ne serais pas heureuse avec lui, ma pauvre sœur ?»« Je suis très heureuse avec lui, frère chéri. Je l'ai pourtant vu te donner 3 bons soufflets hier soir en arrivant et 3 autres ce matin avant de partir. »« Que dis-tu là, frère chéri ? Des soufflets ? C'est des baisers qu'il me donne, le soir et le matin. »« De singuliers baisers, ma foi. Mais puisque tu ne t'en plains pas, après tout. »« Comment ? Mais on ne mange donc jamais ici ? » Depuis que je suis ici, mon frère chéri, je n'ai jamais éprouvé ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud, ni aucun besoin, ni aucune contrariété. Est-ce que tu as faim, toi ? Non, vraiment, et c'est ce qui m'étonne. Est-ce qu'il n'y a que toi et ton mari dans ce beau château ? Oh, si. Nous sommes nombreux ici, mon frère chéri. Quand je suis arrivé, j'ai vu tous ceux qui y sont, mais depuis, je ne les ai jamais revus, parce que je leur avais parlé, quoique l'on me l'eût défendu. Ils passèrent la journée ensemble, à se promener par le château et à causer de leurs parents, de leur pays et d'autres choses. Le soir, le mari d'Yvonne arriva, à son heure ordinaire. Il reconnut son beau-frère et témoigna de la joie de le recevoir. Il reconnut son beau-frère et témoigna de la joie de le revoir. « Vous êtes donc venu nous voir, beau-frère, lui dit-il. »« Oui, beau-frère, et ce n'est pas sans beaucoup de mal. »« Je le crois, car tout le monde ne peut pas venir jusqu'ici. Mais vous retournerez à la maison plus facilement. Je vous ferai passer les mauvais chemins. » Yvon resta quelques jours avec sa sœur. Son beau-frère partait tous les matins sans dire où il allait et était absent durant tout le jour. Yvon, intrigué par cette conduite, demanda un jour à sa sœur « Où donc va ton mari ainsi tous les matins ? Quel métier a-t-il aussi ?»« Je ne sais pas, mon frère chéri. Il ne m'en a jamais rien dit. Il est vrai que je ne lui ai pas demandé aussi. » « Eh bien, moi j'ai envie de lui demander de me permettre de l'accompagner, car je suis curieux de savoir où il va ainsi tous les jours. »« Oui, demande-le lui, mon frère chéri. » Le lendemain matin, au moment où le mari d'Yvonne s'apprêtait à partir, Yvon lui dit « Beau-frère, j'ai envie de vous accompagner aujourd'hui dans votre tournée, pour voir du pays et prendre l'air. »« Je le veux bien, beau-frère, mais à la condition que vous ferez tout comme je vous dirai. »« Je vous promets, beau-frère, de vous obéir en toutes choses. »« Écoutez-moi bien alors. Il faudra d'abord ne toucher à rien et ne parler qu'à moi seul, quoi que vous voyiez ou entendiez. Je vous promets de ne toucher à rien et de ne parler qu'à vous seul. »« C'est bien. Partons alors. » Et ils partirent de compagnie du château de Cristal. Ils suivirent d'abord un sentier étroit où ils ne pouvaient marcher tous les deux de front. Le mari d'Yvonne marchait devant,
et Yvon le suivait de près. Ils arrivèrent ainsi à une grande plaine sablonneuse, aride et brûlée. Et pourtant, il y avait là des bœufs et des vaches gras et luisants, qui ruminaient tranquillement, couchés sur le sable, et qui paraissaient heureux. Cela étonna fort Yvon, mais il ne dit mot pourtant. Plus loin, ils arrivèrent à une autre plaine où l'herbe était abondante, haute et grasse, et pourtant il y avait là des vaches et des bœufs maigres et décharnés, et ils se battaient et beuglaient à faire pitié. Yvon trouva tout cela bien étrange encore, et il demanda à son beau-frère « Que signifie donc ceci, beau-frère ? Jamais je n'ai vu pareille chose. Des vaches et des bœufs de bonne mine et luisants de graisse, là où il n'y a que du sable et des pierres, tandis que dans cette belle prairie, où ils sont dans l'herbe jusqu'au ventre, vaches et bœufs sont d'une maigreur à faire pitié et paraissent près de mourir de faim. Voici ce que cela signifie, beau-frère. Les vaches et les bœufs gras et luisants, dans la plaine aride et sablonneuse, ce sont les pauvres qui, contents de leur sort et de la condition que Dieu leur a faite, ne convoitent pas le bien d'autrui. Et les vaches et les bœufs maigres, dans la prairie où ils ont de l'herbe jusqu'au ventre, et qui se battent continuellement et paraissent près de mourir de faim, ce sont les riches, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, et cherchent toujours à amasser du bien, aux dépens des autres, se querellant et se battant constamment. Plus loin, ils virent au bord d'une rivière 2 arbres qui s'entrechoquaient et se battaient avec tant d'acharnement qu'il en jaillissait au loin des fragments d'écorce et des éclats de bois. Yvon avait un bâton à la main, et quand il fut près des 2 arbres, il interposa son bâton entre les 2 combattants en leur disant « Qu'avez-vous donc à vous maltraiter de la sorte ? Cessez de vous faire du mal, et vivez en paix. » À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il fut étonné de voir les 2 arbres se changer en 2 hommes, mari et femme, qui lui parlèrent ainsi. « Notre bénédiction sur vous. Voici 300 ans passés que nous nous battions ainsi, avec acharnement, et personne n'avait pitié de nous, ni ne daignait nous adresser la parole. Nous sommes 2 époux qui nous disputions et nous battions constamment quand nous étions sur la terre. Et pour notre punition, Dieu nous avait condamnés à continuer de nous battre encore ici, jusqu'à ce que quelque âme charitable eût pitié de nous et nous adressât une bonne parole. Vous avez mis fin à notre supplice, en agissant et en parlant comme vous l'avez fait, et nous allons à présent au paradis, où nous espérons vous revoir un jour. » Et les 2 époux disparurent aussitôt. Alors Yvon entendit un vacarme épouvantable, des cris, des imprécations, des hurlements, des grincements de dents, des bruits de chaînes. C'était à glacer le sang dans les veines. « Que signifie ceci ? Demanda-t-il à son beau-frère. « Ici, nous sommes à l'entrée de l'enfer, mais nous ne pouvons pas aller plus loin ensemble, car vous m'avez désobéi. Je vous avais bien recommandé de ne toucher et de n'adresser la parole à nul autre que moi, durant notre voyage, et vous avez parlé et touché aux 2 arbres qui se battaient au bord de la rivière. Retournez auprès de votre sœur, et moi je vais continuer ma route. Je rentrerai à mon heure ordinaire, et alors je vous mettrai sur le bon chemin pour retourner chez vous. » Et Yvon s'en retourna au château de cristal, seul et tout confus, pendant que son beau-frère continuait sa route. Quand sa sœur le vit revenir, « Te voilà déjà de retour, mon frère chéri, lui dit-elle. « Oui, ma sœur chérie, répondit-il tout triste. « Et tu reviens seul ? » ?»« Oui, je reviens seul. »« Tu auras sans doute désobéi en quelque chose à mon mari. »« Oui, j'ai parlé et touché à 2 arbres qui se battaient avec acharnement au bord d'une rivière, et alors ton mari m'a dit qu'il fallait m'en retourner au château. Et comme cela, tu ne sais pas où il va. » ?»« Non, je ne sais pas où il va. » Vers le soir, le mari d'Yvonne rentra à son heure habituelle et dit à Yvon « Vous m'avez désobéi, beau-frère. Vous avez parlé et touché, malgré ma recommandation et malgré votre promesse de n'en rien faire. Et à présent, il vous faut retourner encore un peu dans votre pays pour voir vos parents. Vous reviendrez ici, sans tarder, et ce sera alors pour toujours. » Yvon fit ses adieux à sa sœur. Son beau-frère le mit alors sur le bon chemin pour s'en retourner dans son pays et lui dit « Allez à présent, allez sans crainte et au revoir, car vous reviendrez sans tarder. »
Yvon chemine par la route où l'a mis son beau-frère, un peu triste de s'en retourner ainsi, et rien ne vient le contrarier durant son voyage. Ce qui l'étonne le plus, c'est qu'il n'a ni faim, ni soif, ni envie de dormir. À force de marcher, sans jamais s'arrêter, ni de jour, ni de nuit, car il ne fatigue pas non plus, il arrive enfin dans son pays. Il se rend à l'endroit où il s'attend à retrouver la maison de son père, et est bien étonné d'y trouver une prairie avec des hêtres et des chênes fort vieux. C'est pourtant ici où je me trompe fort, se disait-il. Il entra dans une maison non loin de là, et demanda où demeure Youenn Dagorn, son père. Youenn Dagorn, il n'y a personne de ce nom par ici, lui répond-on. Cependant, un vieillard qui était assis au foyer dit « J'ai entendu mon grand-père parler d'un Youenn Dagorn, mais il y a bien longtemps qu'il est mort, et ses enfants, et les enfants de ses enfants sont également tous morts, et il n'y a plus de Dagorn dans le pays. » Le pauvre Yvon fut on ne peut plus étonné de tout ce qu'il entendait. Et comme il ne connaissait plus personne dans le pays, et que personne ne le connaissait, il se dit qu'il n'avait plus rien à y faire, et que le mieux était de suivre ses parents où ils étaient allés. Il se rendit donc au cimetière et vit là leurs tombes, dont quelques-unes dataient déjà de 300 ans. Alors il entra dans l'église, y pria du fond de son cœur, puis mourut sur la place, et alla sans doute rejoindre sa sœur au château de cristal.